de l'eau qui monte comme tout le monde, forcément. Nous avons avec nous à l'émission aujourd'hui un artiste. Il nous parle de Paris. Bonjour, comment allez-vous? Je suis vraiment content d'être avec vous. La joie est tellement immense que voilà, l'émotion se sent sur mon visage. Ouais. J'ai comme l'impression que votre visage rougit là. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie, c'est peut-être moi qui fais ça, ouais. Ah, ouais. Non, mais je reste le même, Dites-moi, hein, je reste le même. dites-moi, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bonne question, qui suis-je? Voilà, je dois me présenter. Je suis Souleymane Cissé à l'état civil, dit Netsoul. Netsoul. Netsoul qui signifie âme purifiée. Et je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai déjà sorti 2 albums et un single. Aujourd'hui, je suis à mon 2e single qui s'intitule I Can't Breathe. À toi là, toi frérot là, à qui tu adresses ce message là? Dis-moi un peu là. Hein? I can't breathe. I can't I, breathe. I Can't Breathe, I Can't Breathe, justement, I Can't Breathe qui colle vraiment avec l'actualité. I can breathe qui signifie je ne peux pas respirer. Je sais que je ne vous apprends rien parce que vous le savez déjà, ça je suis sûr. Vous savez ce que ça veut dire. Donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous traduire. Bon, voilà, I can breathe encore, pour être plus sérieux, c'est le slogan qui a été lancé depuis les États-Unis, depuis l'assassinat de Eric Garner en 2014, en juillet 2014. Pendant qu'il était interpellé par la police, il a dit I can breathe 11 fois avant de perdre la vie. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai été touché par cette histoire. Et j'ai écrit la chanson depuis 2016, c'est-à-dire 2 ans après la mort d'Eric Garner. Et malheureusement ou heureusement, je n'ai pas sorti la chanson. Je l'ai gardée sur moi. Et voilà comme l'histoire sait faire les choses. Malheureusement, l'expérience s'est reproduite avec la mort de George Floyd au mois de mai 2020. Et c'est l'engouement que ça, je veux dire, l'indignation que sa mort a suscité. C'est cette indignation qui m'a permis de reprendre encore cette chanson I Can Breathe pour l'actualiser. Alors, vous nous parlez actuellement de Paris, la capitale française, ville lumière. Au fait, comment ça va là-bas? Disons que ça va un peu comme dans toutes les grandes villes occidentales. Paris, ça va. Et Paris, le soleil a commencé, comme un peu partout. Il fait chaud. Et moi, pour être plus précis, moi, je suis dans la banlieue de Bagnolet. Bagnolet qui est à 5 minutes de marche, disons, vraiment pratiquement collé à Paris. Donc, Bagnolet est à 5 minutes de marche de Paris. On a appris, avant de revenir sur le sujet, je consulte comme tout le monde l'actualité. Nous avons bien remarqué que M. Macron a dû faire, en fait, comment dirais-je, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, Macron aurait compris. Le président Macron aurait compris. Et donc là, on a un nouveau Premier ministre français. Votre commentaire là-dessus? Je suis content parce que je suis aussi collé, vraiment scotché à l'actualité. Effectivement, M. Macron vient de nommer un Premier ministre qui se nomme Jean Castex. Et ce Premier ministre, d'ailleurs, vient de nommer les nouveaux membres de son gouvernement. Et mon avis, c'est que, voilà, je pense que M. Macron a entendu les colères des Français. Il a entendu les colères des citoyens qui, pendant longtemps, depuis bientôt 2 ans, avec l'affaire des Gilets jaunes, qui se plaignaient chaque week-end. Je pense que M. Macron a entendu leurs cris. Et puis aujourd'hui, avec l'indignation aussi qui a commencé aux États-Unis concernant la mort de George Floyd, la lutte contre le racisme, je pense que tout ça a dû jouer dans ses choix. Et voilà, aujourd'hui, son gouvernement, il nous a sorti, son Premier ministre Jean Castex nous a sorti, je crois, un gouvernement de 31 ministres. Bon, je pense que c'est bon à prendre. On attend maintenant de les voir à l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de différent? Voilà, c'est ce que nous attendons. Frérot, là, on va rentrer dans le vif du sujet avant de parler de votre musique. J'ai des commentaires personnels à faire pour Ah oui, avoir, allez-y, hein. en fait, pour avoir foulé le sol parisien très jeune, Oui. dans les années 68.
avec ma famille. À l'époque où nous sommes arrivés à Paris, en 68 précisément, au mois de novembre, on circulait en voiture et dès qu'on voyait un noir, on était là, ah, un noir, un noir, un noir, on était content, ah, ouais, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Dès qu'on voyait un noir, ah, un noir, un noir. Mais là, aujourd'hui, c'est plein. C'est plein comme pas possible. Alors, je vais droit au but. Les Français ont trouvé une solution. On a dit, les étrangers, on les balance dans les banlieues. On les installe dans les banlieues. Ils sont dans les banlieues tranquilles là-bas, arabes, africains, et tout le monde. Allez, restez là-bas. Et nous, on garde Paris. Est-ce que ce n'était pas ça un signal déjà d'exclusion quelque part des étrangers? C'est-à-dire qu'on vous accepte. Oui, d'accord, venez, 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 mais en même temps, hey, tenez-vous loin là. Dégagez. Restez en dehors de Paris. Votre commentaire là-dessus? Bon, je pense que 1968, Netsoul n'était pas encore né. Je vous fais vieillir. Je vous fais vieillir là. Je vous fais vieillir. Bon, en fait, je pense que les époques ont changé, il faut le dire. C'est vrai que pendant longtemps, les étrangers, ceux qu'on appelle communément les immigrés, ont été confinés en banlieue. Mais je pense aussi qu'il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, les choses ont commencé à sortir. Les étrangers, voilà, ceux qu'on appelle les immigrés, sont un peu partout. Ils sont en plein Paris. Et les choses ont commencé à changer. Ça, il faut le reconnaître. Les étrangers sont en plein Paris. C'est vrai que beaucoup sont encore dans les banlieues. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étrangers que nous voyons dans la ville même de Paris. Et cela a même fait dire à... Ça, je vous envoie un peu plus loin. Ce qui a fait dire à Jean-Marie Le Pen, je pense que vous le connaissez, le papa de Marine Le Pen, le parti nationaliste de France. Et son père a dit, d'après, ça c'est, je veux dire, le fait de la rumeur, je ne sais pas si c'est vérifié, mais son père aurait dit comme ça que quand vous êtes à Paris aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans une capitale africaine, tellement on voit les Arabes, les Africains, voilà, donc pour dire que voilà, les réalités ont changé et nous sommes un peu partout, voilà. D'accord. Alors, on va aller maintenant vers la musique, frérot, parce que le public qui vous regarde, qui vous découvre ce soir, on n'a pas affaire à un homme politique, on n'a pas affaire à un sociologue, mais quelque part, on vous laisse quand même. Votre titre, en fait, votre chanson, qui met l'accent sur un événement capital qui a provoqué en fait le bouleversement un peu partout dans le monde. On va présenter à notre public un extrait de votre vidéoclip pour leur permettre un petit peu de vous découvrir, de vous sentir là musicalement. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Bien, c'est I Can't Breathe. Je pense que je venais tout à l'heure de donner le titre. C'est I Can't Breathe et je pense que la chanson parlera mieux que moi. C'est vrai que c'est en anglais, mais quand on voit les images, on voit déjà qu'est-ce que Netsoul veut traduire dans ses propos. Et voilà, c'est une chanson qui dénonce le racisme. C'est vrai que, encore une fois, je me répète, l'indignation a commencé aux États-Unis, mais il faut reconnaître que le racisme, il existe partout. Il existe partout dans le monde. Et cette mort de George Floyd, heureusement, comme on dit, a quelque chose de malheur et bon, mais cette mort a réveillé encore plus les consciences. Vous savez, des pays comme le Japon, des pays comme la Grèce, des pays comme l'Argentine en Amérique du Sud, qui généralement ne s'occupaient pas de tout ce qui s'est passé ailleurs, mais tous ces pays se sont levés comme un seul homme pour dire non. Non, non au racisme à partir de la mort de George Floyd. Donc je pense que cette chanson, il fallait vraiment la sortir pour apporter un soutien aussi à tous ceux qui luttent contre le racisme et tous ceux qui luttent contre les violences policières dans le monde. Alors, donc on y va avec la vidéoclip, donc I Can't Breathe, Netsoul, qui nous parle directement de Paris, France. Na, 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 na. Na, 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 na. I can't breathe, oh, can't breathe. I can't breathe, I'm not joking, I'm telling you the truth. I can't breathe, can't breathe, I'm not joking, I'm telling you the truth, police. I'm not running, I'm not rebelling.
So why you keep on brutalizing me? I'm not a criminal. I'm just a humble citizen. I can breathe, I can breathe, I'm not joking, I'm telling you the truth. I can breathe, I can breathe, I'm not joking, I'm telling you the truth. Police, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Protection, your mission, no emulation, no discrimination, no frustration, no retaliation. Enough is enough. Wake up. We fed up with your deadly racism. Enough is enough. We just wanna live. I'm not a criminal or police. So why you kill my brethren? Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, Netsol, je reviens à vous. Je le souligne ici. Donc, nous sommes en communication avec vous. Vous êtes actuellement à Paris, la capitale française, et nous parlons de Montréal. Dites-moi, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce changement puisque votre vidéoclip met l'accent justement sur cette affaire assez grave de la disparition de ce African American. En France, on a remarqué aussi des mouvements. Qu'est-ce que vous dites de tous ces mouvements? Moi, je me mets un peu à la place du président Macron. Dès qu'il est arrivé là, paf, il y a eu les fameux gilets jaunes qui ont en fait commencé et ça a duré jusque-là. Après ça, il y a eu autre chose. Jusqu'à maintenant, il y a eu le fameux en fait confinement. Là aussi, il y a eu des fortes critiques. Dites-moi justement en fait pendant que j'y suis, quelle est votre comment dirais-je, votre évaluation de la gestion du coronavirus par le gouvernement français, puisque l'on considère qu'il y a eu beaucoup de morts en France, il y a eu beaucoup de morts aux États-Unis aussi, mais en France, il y en a eu beaucoup. En Italie, n'en parlons pas, l'Espagne, n'en parlons pas. Quel est votre commentaire par rapport à la gestion du coronavirus chez vous en France actuellement? Oui, c'est vrai, c'est une question un peu piège, parce que c'est vrai que Netsol ne fait pas partie du domaine de la santé, mais j'ai quand même un constat à faire. Je pense que je vais me permettre de répéter ce que des spécialistes ont déjà dit. Je pense que l'une des erreurs qui ont été commises en France, c'est qu'au début, il y a eu quand même une négligence. Vous imaginez, quand des hommes politiques disent, par exemple, sur les médias, que voilà, on peut se promener sans masque, il n'y a pas véritablement de risque, et c'est quelque chose de saisonnier, ça va passer. Voilà, donc tous ces propos ont fait que nous, en tant que population, nous n'étions pas rassurés. Donc, au début, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même un manque de responsabilité. Et je pense que M. Macron, qui a été rappelé plusieurs fois à l'ordre, a fini par comprendre qu'il fallait prendre les mesures vraiment drastiques contre le coronavirus. Et on a été tellement surpris par cette histoire que, je veux dire, tous les Français ont senti que le gouvernement était paniqué, le gouvernement était embrouillé, il ne savait plus que faire. La preuve, on n'a pas vite fermé les écoles, on n'a pas vite fermé certains lieux de travail. Donc, il y a eu quand même une mauvaise gestion au début. En début de crise, il y a eu une mauvaise gestion. Vers la fin, ils ont su se rattraper en fermant rapidement les écoles, je veux dire en interdisant certains commerces, en interdisant le transport. Bon, aujourd'hui, le port du masque est devenu une généralité un peu partout quand vous allez. Les gens portent le masque. Mais il faut reconnaître aussi que depuis le déconfinement, il y a un relâchement, alors que dans les médias, il y a une sensibilisation pour dire que le déconfinement ne signifie pas la fin du corona, mais le déconfinement signifie
prise de responsabilité de chacun de nous. La responsabilité signifie qu'il faut porter son masque quand on est en public. Et puis, quand on ne peut pas porter le masque, il faut respecter la distanciation. Donc, en un mot, le gouvernement français s'est rattrapé en cours de route, mais au début, il y a eu vraiment une mauvaise gestion. Est-ce que la population s'applique? Est-ce que la population, parce que c'est bien beau de lancer des politiques sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, est-ce que selon vous, vous avez remarqué à Paris, est-ce que les gens dans les transports en commun ou en fait dans les lieux publics, est-ce que tout le monde porte des masques? Vous souriez là, je vous vois rire là. Ouais, non, je ris parce que au début, il faut le dire, au début, bon, pour moi qui prends souvent le transport, même si ce n'est pas tous les jours, au début, il y avait un respect quand même strict. Beaucoup de gens portaient le masque. Mais il faut reconnaître que depuis bientôt une dizaine de jours, bon, je ne vais pas être mauvais juge, beaucoup de gens ne portent plus le masque comme ça se faisait au début dans le transport. Le transport, je dis même là, c'est encore mieux, peut-être que la moitié des gens ne le portent pas. Mais quand vous sortez, que vous allez dans les lieux je veux dire, les lieux de débit de boissons, là, on est quand même dessus. Là, c'est pratiquement 80 à 90% de gens qui ne portent pas le masque. Ça, il faut le dire. Si je savais que j'allais t'interroger sur ce sujet, peut-être que j'aurais filmé certaines scènes pour vous montrer que vraiment les gens ne portent pas le masque dans les lieux de débit de boissons. Ne portent pas le masque. La distanciation aussi n'est pas respectée. Voilà, tout ce que moi je vois. Alors, mais dites-moi, vous qui êtes artiste, comment ça se passe? Là, on rentre dans votre domaine. Comment ça se passe avec les spectacles comme tel? Waouh. Ça, je serai direct. Il n'y a pas eu, à mon avis, il n'y a même pas de spectacle. Depuis le déclenchement du corona, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle sur la place parisienne. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais je veux dire Paris et les lieux environnants, c'est-à-dire les banlieues, il n'y a vraiment pas de spectacle en ce moment. Je pense même que peut-être que bientôt ça va commencer, mais je veux dire depuis le déclenchement, franchement, il n'y a pas de spectacle. Ça, je peux le dire franchement. Pour vous, en fait, les artistes, comment ça se passe? Pour votre carrière musicale, comment ça se passe? Vous êtes obligé de rester chez vous et de travailler de manière fermée? Comment est-ce que vous fonctionnez? La bonne affaire dans cette mauvaise affaire du corona, c'est que, étant à la maison, je veux dire étant confiné, je vais prendre mon propre cas, ça m'a permis d'écrire beaucoup de textes. Ça m'a permis de composer beaucoup de chansons. Même si c'est vrai que du côté argent, vu qu'il n'y avait pas de spectacle, vu qu'il n'y avait rien, bon, c'était quand même un peu difficile. Mais côté inspiration, ça vraiment, bon, je suppose que tous les artistes, ça a été pareil. Moi, dans mon cas, ça m'a permis d'écrire beaucoup de textes, ça m'a permis de composer beaucoup de chansons. Donc, encore une fois, voilà, à quelque chose, malheur est bon, voilà. Alors, je reviens à vous, c'est notre dernière partie de cette longue interview. Il existe une grande communauté de la diaspora africaine en France. Dites-moi très franchement, aujourd'hui, le sentiment, on a entendu parler de la droite, on a entendu parler de l'extrême droite. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de M. Jean-Marie Le Pen, le papa de Mme Le Pen. Et je ne sais pas si c'est l'autre Le Pen aussi qui était en Afrique. Enfin bref. Cette diaspora africaine, dites-moi, je vais poser directement ma question. Comment ça va avec la diaspora africaine à Paris? Sincèrement, on a constaté qu'il y a un mouvement qui se fait de plus en plus vers l'Amérique. Et même les Français, des jeunes Français eux-mêmes, blancs, un mouvement qui se fait de plus en plus vers le Canada, qui est bien vu d'ailleurs, vers les États-Unis peut-être moins, avec un Trump qui est là. Mais actuellement, le Canada est très bien vu, sans aucune prétention. Donc, je l'ai constaté ici, à Montréal. Des nombreux Français débarquent ici, s'installent ici, en fait, carrément. Mais vous qui êtes en France, vous de la diaspora africaine en France, sincèrement, comment ça va? Sincèrement, je dirais que malheureusement, la diaspora africaine, c'est un tout, c'est un ensemble qui est
c'est un ensemble qui est divers. Disons que la diaspora est diverse, elle est diversifiée. On n'a pas le sentiment d'avoir une diaspora africaine, mais j'ai envie de dire qu'on a des diasporas parce qu'il y a trop de communautarisme. Je veux dire, les Ivoiriens vont se retrouver entre eux, les Congolais vont se retrouver entre eux, les Sénégalais, les Marocains, les Nord-Africains, ainsi de suite. Donc, on n'a pas une diaspora africaine en tant que telle constituée. On a, si je peux le dire, des diasporas. Vous avez les Ivoiriens, encore, voilà, au risque de me répéter, les Ivoiriens, ouais. Et même souvent, dans cette même diaspora, vous avez encore plusieurs divisions. Bon, je ne vais pas trop mettre l'accent dessus, mais tout à l'heure, vous avez parlé de Français qui migrent, qui vont vers le Canada, que vous avez cité en premier. J'ai failli sourire parce que, en réalité, moi, Netsoul, le Canada aussi fait partie des visées que j'ai. Et mon épouse ne cesse de me parler du Canada à tout moment. Elle ne cesse de me parler du Canada, il faut qu'on y aille, voilà. Bon, donc voilà, c'est pour vous dire que je suis en train de sortir un petit secret familial caché. Donc vous avez bien fait de parler du Canada tout à l'heure. Peut-être qu'un de ces quatre, on me verra débarquer avec toute ma famille, musicalement parlant. Et puis, oui, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Ah oui, peut-être. Votre épouse est-elle française, est-elle blanche, est-elle africaine comme vous? Elle est française, elle est africaine comme moi, mais elle ne jure que par le Canada depuis bientôt, même voire 2 ans. Et moi, ça me fatigue un peu les oreilles. Dites-moi, qu'est-ce qui l'attire autant vers le Canada? Pourquoi le Canada? Bon, je pense qu'elle a eu la chance de visiter le Canada il y a de cela 4, je ne sais plus, il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Elle était au Canada. Voyage scolaire, n'est-ce pas? Voyage scolaire? Voilà, non, voyage scolaire. Voyage clair, c'est vrai qu'on a déjà fait les États-Unis, la famille et moi, mais elle était au Canada il y a 4 ans de cela, bon, pour voir Canada, la famille. Où au Canada? Vous voulez que je le demande, si ça ne dérange pas l'émission? Oui, je suis curieux, demandez, nous sommes tous curieux là. Et demande à maman, quand elle allait au Canada, c'était où? Si elle a encore qu'elle vienne, dis à maman qu'elle vienne, on veut savoir où elle est allée où. J'espère qu'elle est allée à la bonne place. Hein. Non, ah bon, ouais. J'aurais souhaité qu'elle donne un autre nom, mais elle dit qu'elle était à Montréal, Montréal chez la famille. Elle était à Montréal. À Montréal. C'est une ville que je ne connais pas bien, cette ville-là, Montréal. Elle était à Montréal. Oui. Oui. Ah bon? Mais nous sommes à Montréal, là, actuellement. Vous nous parlez, mais nous sommes à Montréal. Au fait, transmettez nos salutations à votre épouse et à la famille. Dites-moi, rapido presto, on va arrêter tout ça. Qu'est-ce qui arrive avec le futur exactement? En dehors de venir ici au Canada, en fait, votre carrière, comment ça va se passer là pour les mois à venir avec cette situation? Je suis vraiment content. Je suis heureux que vous me posiez cette question parce que ça me permet de dire à peu près ce que tout le monde attend. Vous savez que j'ai mis beaucoup de temps, il faut le reconnaître, j'ai mis des années à rester silencieux de façon volontaire pour des raisons qui me sont personnelles, des raisons familiales. Aujourd'hui, après le single, notre souhait, quand je dis notre, parce que c'est une équipe qui travaille, notre souhait, c'est de sortir un album complet qui va comprendre tenez-vous bien, un album qui sera composé de 15 ou 20 titres, mais pas moins. Et toutes les chansons seront des chansons inédites. Des chansons inédites, aucune chanson ne ressemblera à une autre. Donc, dans un futur très proche, c'est de sortir l'album de Netsoul, après toutes ces années de silence, un album qui va comprendre, je répète encore, entre 15 et 20 titres. Et après cela, je pense que nous avons l'ambition, je dis bien l'ambition, de faire plusieurs concerts d'abord sur la place parisienne et dans beaucoup de régions françaises avant d'attaquer l'Afrique. Donc, c'est en premier lieu, c'est vraiment le programme proche que je peux vous donner en ce moment. Netsoul, je dois vous dire grand merci. Je vous trouve très sympathique. Grand merci d'avoir pris le temps de nous parler. Et grand merci d'avoir rigolé de mes farces plates, comme on dit ici. Alors, on termine l'émission avec
rien à faire. Une dernière vidéo, frérot. Balance-nous un bon titre là, avant qu'on puisse se séparer avec le sourire. Les bons titres, il y en a toujours. Et les bons titres, il y en a toujours, il y en aura toujours. Je pense que la dernière vidéo que je peux balancer, c'est une vidéo aussi qui est vraiment dans l'actualité, en ce sens que c'est une vidéo qui est liée aux élections présidentielles. Encore une fois, voilà, on termine par la politique et je sais que vous aimez bien la politique. Je sais que vous aimez bien la politique. Voilà. Donc, ne me provoquez pas là. C'est une vidéo, vous m'entendez bien? Bien sûr. C'est une vidéo qui parle d'élections apaisées dans nos pays d'Afrique. Et voilà, là c'est un duo que j'ai fait avec un artiste ivoirien. Une chanson qui parle exclusivement d'élections apaisées, d'élections transparentes. Parce que tenez-vous bien, quand une élection est transparente, quand une élection est apaisée, c'est tout le monde qui gagne. Je veux dire, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension entre les populations, tout le monde accepte les résultats. Le perdant a le courage d'appeler le gagnant pour dire « vous avez gagné, je vous félicite ». Et le gagnant aussi a le sentiment de rassembler, je veux dire, tous les citoyens. Voilà, ce n'est pas un camp contre un autre, c'est la République qui gagne. Donc c'est cette vidéo-là que je vous balance qui s'appelle « Élection apaisée ». Là, vous m'obligez à vous poser encore des questions. Est-ce que n'est-ce pas illusoire quelque part de croire en cela? N'est-ce pas illusoire quelque part avec ce que j'appelle la ouattarisation de la Côte d'Ivoire selon certaines critiques, c'est-à-dire où le président Ouattara met des blocages partout, quelque part. Enfin, on a l'impression que c'est lui, on ne sait pas, on n'a pas de preuves, mais en fait tout ce qu'on sait, c'est que Gbagbo, l'ancien président, a des sérieux problèmes pour se libérer. Son adjoint qui est avec lui à la Haye, à la CPI, a aussi des problèmes. L'autre qui l'a aidé, qui vient du nord de la Côte d'Ivoire et qui avait quitté le Parlement en Volkswagen, lui aussi est à l'étranger, il est condamné. Bref, quand on regarde un peu la scène ivoirienne, et dernièrement, le président, Ouattara, a choisi son candidat. Les Ivoiriens, certains ont parlé de la kabylisation de la Côte d'Ivoire. En fait, je vous laisse ici, je ne voulais pas vous poser cette question, mais je vous la pose quand même. Je vous laisse ici nous commenter rapido presto avant de passer sur votre vidéo. C'est vous qui avez commencé, pas moi. Oui, et je suis vraiment à l'aise pour parler. Vous savez, tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit élection apaisée partout en Afrique. Oui. Je n'ai pas mis exclusivement l'accent sur la Côte d'Ivoire. Et vous, en parlant, vous avez dit... Je vous parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, mais vous avez dit que vous avez entendu des rumeurs. Si c'est des rumeurs, voilà. Moi, je ne peux pas commenter les rumeurs. Franchement, je ne peux pas commenter les rumeurs. Par contre, ce que je peux me permettre de dire, et vraiment qui me vient du très fond du cœur, c'est que le président Ouattara, quoi qu'on dise, le président Ouattara, ayant décidé de ne pas se représenter, je pense que c'est déjà un grand coup que les démocrates devraient saluer. Ayant décidé de ne pas se représenter, je pense que c'est un grand coup que les Africains en général devraient saluer et ce qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir un jeu plus ouvert. Et moi qui vis bientôt 14 ans loin de la scène politique ivoirienne, je ne vais pas me permettre de faire des critiques acerbes vu que je ne suis pas sur le territoire pour dire que peut-être pour confirmer ou infirmer ce que vous dites. Mais vous avez bien fait de parler de rumeurs. Et si c'est des rumeurs, on va s'en tenir là, on ne va pas commenter des rumeurs. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir ce à quoi ça va ressembler. Mais il faut croire que le rêve, il est permis. Les Africains aussi peuvent avoir des élections apaisées, transparentes, démocratiques, acceptées de tous. Alors, je vous dis grand merci encore une fois, frérot, depuis Paris. On y va tout de suite avec votre dernière vidéo. On va juste rappeler le titre précis à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On parle ici de... Élection apaisée. Oh, Mamanangayo. Un rêve. Merci, au revoir. Merci, frérot. On va gagner, yo. On va gagner, yo. On va gagner, yo. Le rêve d'une élection démocratique pour l'Afrique. Si on a des élections civilisées, le pays sera apaisé.
Si on a des élections apaisées. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé.